aux actes. Puissions-nous, Monsieur le Président, ne pas rater ce wagon-là. Merci à vous. Merci Jérôme. Fabien Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord pour associer notre groupe aux mots que vous avez eus sur Mayotte, où le pire, ce que nous craignons de pire est arrivé. Nous pensons évidemment au drame humain, aux familles, aux victimes à cet instant précis et bien sûr à toutes celles et ceux qui s'activent, forces de l'ordre, équipes de sécurité civile pour sauver des vies. C'est un drame humain, c'est aussi un échec politique collectif. Le 101e département de France qui aujourd'hui accuse un retard colossal dans beaucoup de domaines. Et j'espère que de ce point de vue-là, les premières annonces à moyen terme de plans de reconstruction seront à la hauteur, non pas pour reconstruire Mayotte à l'identique, ça n'aurait aucun sens, mais pour reconstruire Mayotte, une Mayotte fraternelle et bien sûr durable. Notre séance du jour porte essentiellement sur le vote du budget. Je voudrais y revenir. D'abord, ce vote va se faire dans un contexte très particulier, qui est à la fois celui de la raréfaction de l'argent public, qui est celui d'une situation régionale, de finances régionales déjà très tendue, avant même que nous connaissions les annonces du gouvernement. Les documents de la dernière séance nous montraient les curseurs près du rouge. Et puis enfin, l'incertitude dans laquelle nous plonge la motion de censure conjointement votée notamment par l'extrême droite et l'extrême gauche. Alors, pour bien appréhender ce contexte, nous avons théoriquement un débat d'orientation budgétaire. Mais avons-nous eu vraiment un débat d'orientation budgétaire? Pas vraiment. D'abord, Monsieur le Président, en reprenant le procès-verbal de la séance qui a été adopté, je vous cite « Est-ce que la loi de finances pourra être adoptée d'ici la fin de l'année, avec ou sans 49.3 ? Est-ce que le débat dans les deux assemblées se tiendra dans des délais particuliers ? La plupart des régions repoussent, après l'adoption de la loi de finances, le vote du budget. Il est évident que nous aurons, soit la veille du BP à présenter des nouvelles orientations budgétaires, soit à le faire dans un délai qui nous le permettra. Donc, vous annonciez d'ores et déjà des nouvelles orientations budgétaires, et le site internet même de la région, là encore je cite ce qui a été affiché, les orientations budgétaires qui devaient être votées ont fait l'objet de quasiment une journée entière de débat et sont repoussées à un examen ultérieur. Donc, nous n'avons pas vraiment eu de débat d'orientation budgétaire. Par ailleurs, lors de ce débat, nous avons eu un grand numéro de chiffres lancés en l'air sur ce que l'État allait prendre dans les poches de la région. On est monté jusqu'à 126 millions d'euros. Aujourd'hui, on est dans vos propres documents et dans une version très pessimiste, je vais y revenir, à 108 millions d'euros. De même qu'on a appris que le versement de TVA fin d'année était moins défavorable que vous nous l'annonciez là aussi la dernière fois. Donc on voit bien que les chiffres n'étaient pas stabilisés et j'espère que sera dit avec la même force, in fine, le vrai chiffre de l'effort qui sera demandé, mais qui ne sera bien évidemment pas de 126 millions comme vous l'avez claironné, mes chers collègues. Ce contexte national ne doit pas nous faire oublier le contexte financier régional. La dégradation de la santé financière de la région, elle date d'avant les annonces du gouvernement. Avec des recettes de TVA surévaluées, et de ce point de vue-là, nous avions alerté déjà il y a longtemps, sur du coup des recettes escomptées qui étaient peu probables, et du coup les deux pieds sur l'accélérateur, hausse des dépenses, hausse de l'endettement. Voilà la situation, si bien que vous avez quasiment brûlé les 400 millions de recettes supplémentaires apportées par la TVA dynamique entre 2002 et 2024, 400 millions supplémentaires qui ont été consommés en pure perte. Cette situation-là, elle nous donne des ratios régionaux qui s'approchent du rouge. Alors vous nous parlez d'un pilotage serré, vous nous parlez de sérieux dans la gestion financière. La réalité est que nous nous approchons dans un certain nombre, pour beaucoup des ratios, de la zone rouge. Et d'ailleurs le Césaire ne dit pas l'inverse dans son analyse à propos notamment de la dette. L'absence de DOB, elle nous pose à nous un problème juridique qui pourrait entacher la légalité du budget. Alors on a vérifié, comme vous avez la jurisprudence pour vous. Dès lors que ce point est inscrit à l'ordre du jour, quel que soit ce qu'on discute, on va considérer que le juge va considérer que c'est un DOB. Mais reconnaissons que ça pose un problème démocratique, un de plus. Nous n'avons pas vraiment disposé de tous les éléments pour débattre de la préparation budgétaire. J'ai même souvenir de la commission finances qui nous demandait des amendements budgétaires avant la date où on allait recevoir le projet de budget. Bon, évidemment, c'était absolument impossible.
Le résultat, c'est que nous ne connaissons pas vraiment vos priorités. Et nous n'avons pas été rassurés ce matin en vous écoutant. Nous ne connaissons pas vraiment vos priorités. On a l'impression qu'on part sur une politique du rabot, c'est-à-dire couper un petit peu partout, c'est-à-dire un non-choix, c'est-à-dire au fond la certitude de dégrader encore un peu plus les ratios régionaux. Alors, vous envisagez cela en partant de la politique du pire, de surcroît, dans vos recettes. C'est la raison pour laquelle, avec 4 groupes, dans un esprit très constructif, nous avons présenté plusieurs amendements pour reprendre la discussion financière où elle s'était arrêtée sur le PLF, pas le PLFSS, sur le PLF au Sénat. De ce point de vue-là, par 3 amendements, notamment sur le FCTVA et le fonds de réserve, nous nous ajustons tout de même et donnons une perspective plus positive. Amendements vertueux, c'est des amendements de recettes, hein. On ne met pas en face de dépenses. On pense juste que là, véritablement, il est plus sincère, beaucoup plus sincère, d'analyser le construire notre budget en fonction de ce que le Sénat, la dernière discussion budgétaire, a dit. Cet esprit constructif, nous le porterons également avec des amendements de réduction de dépenses. Je pense notamment à la ligne Pau-Canfranc, l'analyse récente du nombre de personnes par train, 27, dont 60% sont des visiteurs occasionnels, devrait tout de même nous inciter à revoir cet investissement. Vous avez annoncé une pause sur le grand projet Flying Whale. De notre point de vue, il est important sans doute d'aller sur place pour se rendre compte de ce que ce projet représente vraiment. On a besoin de clarté sur ce projet. Je vous ai écrit, Monsieur le Président, en ce sens, et j'espère vraiment qu'on pourra y voir très clair, car de notre point de vue, les doutes ne font que progresser. Enfin, pas question pour nous de toucher à l'aide aux communes et à l'aide aux investissements, notamment c'est l'amendement CPER que l'on vous propose. Certains projets seront peut-être décalés, eh bien on les décalera dans les BS futurs, mais adoptons la logique inverse, affichons notre volonté de faire avec les territoires, notamment avec le CPER. Ces amendements sont des véritables mains tendues. Nous pensons qu'ils sont justes, qu'ils peuvent être adoptés, qu'ils sont sincères et qu'ils nous permettraient dans ce cas de revoir notre position sur le budget. Dans ce budget, vous avez également un volet agricole important et je voudrais, dans cette deuxième partie, m'arrêter sur ce sujet-là. Pascal Requena interviendra sur le sujet agricole, mais je voudrais revenir sur la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, hier, qui s'est prononcée sur les 16 réserves d'eau qui ont été, pour 12 d'entre elles, validées par la justice administrative. C'est très intéressant d'analyser ce texte, parce qu'en fait, le cœur du débat, qui est celui de savoir si ces réserves ont, oui ou non, un impact négatif ou positif sur la ressource en eau, et qui, au fond, pose la question de la science et des croyances. Eh bien, le juge, d'abord, valide complètement les documents qui ont été présentés, l'étude d'impact, le porté à connaissance. Il ne dit clairement qu'il n'y a eu ni falsification, ni dissimulation des informations portées à connaissance du public. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il précise que les impacts étudiés sur l'avifaune et la zone Natura 2000 ont été là aussi correctement étudiés, évalués et sont conformes à la loi. Et le juge va plus loin, et je le cite. La création des réserves en litige, compte tenu des évolutions du projet, permet de diminuer la pression sur la ressource en eau et en période estivale par le biais de substitutions sur le milieu en période hivernale et s'intègre dans un effort plus global de diminution à long terme de la part de la ressource dédiée à l'irrigation. Et il ajoute la création et l'exploitation des réserves, qui permet par ailleurs l'optimisation des stockages de pluie hivernale et de diminuer les prélèvements dans le milieu naturel, n'empêche pas le bon fonctionnement quantitatif des cours d'eau, etc., etc. Donc voilà, nous avons eu ici un débat, mes chers collègues, le cœur du sujet, il est clair. Ces réserves permettent une meilleure gestion de la ressource en eau. Et j'espère qu'à l'avenir, nos débats sur ce sujet seront plus apaisés. Et il vient conforter les choix de la MIE. Qui a décidé d'aider plus fortement, et nous le demandions depuis longtemps, l'accès à l'eau pour nos agriculteurs. En revanche, et nous ne le minimisons pas, c'est une décision de justice, il confirme que, malgré les mesures prises pour protéger l'ourtade canepetière, eh bien, cette espèce serait menacée. Il manque une dérogation espèce protégée pour 4 réserves, dont une est déjà construite, et le juge considère qu'elle peut fonctionner telle qu'elle, sans être remplie de nouveau, mais telle qu'elle. Donc ces 4 dossiers vont être revus, il faut respecter la décision de justice, mais je voudrais qu'à l'avenir, sur cette question de l'eau, qui donne raison aux positions que nous défendons ici, bien avant moi, depuis très longtemps, eh bien on comprenne enfin, une fois pour toutes, que cette politique de l'eau, elle est conforme à ce que le milieu naturel permet, et elle rappelle qu'il n'y a pas d'eau
l'eau. Il n'y a pas d'agriculture sans eau, voilà, et sans rien perdre de vue de ce qu'est la protection de la faune et de la flore. Je le répète, cette décision de justice doit être entendue. Néanmoins, sur le cœur du débat, nous avons maintenant la science et une décision de justice qui nous donne raison. J'espère que nos débats seront plus apaisés pour soutenir nos agriculteurs et ceux notamment des acteurs locaux, je pense à la COP 79, qui œuvrent en ce sens sur le terrain. Enfin, je voudrais conclure par une note positive. D'abord, souhaiter bonne chance à nos nouveaux vice-présidents ou aux nouvelles délégations, ainsi que remercier M. Blanchard pour le travail qu'il a pu effectuer. On se croisait déjà avant que je sois élu dans cet hémicycle. Et puis, pour terminer sur une touche positive également, la réouverture de Notre-Dame, je crois, nous a toutes et tous émus, contentés, en peu de temps, en très peu de temps, par rapport à ce que au peu de gens qui croyaient au timing. Je le dis non pas pour cette réussite exceptionnelle, mais je le dis parce qu'il y avait à l'intérieur 1500 chaises fabriquées à Agetmo, tout de même, dans notre région, commune de Pascal-Requena, et qui montre là aussi la force de notre filière bois dans notre région. Merci beaucoup.